Ravi de vous retrouver pour cette troisième partie du Pourquoi j'ai raison et vous avez tort qui revient sur la carrière de Tim Burton. Aujourd'hui, la fin du voyage, la dépendance de Burton. Bon, il serait peut-être temps de revenir sur ce qui caractérise le cinéma de Burton. Tim Burton, c'est avant tout un style visuel. Lorsqu'il dessine, c'est encore plus clair. Personnages aux membres filiformes, corps énormes, ils sont généralement plus proches de la morphologie des insectes que de celle des humains. Leurs yeux énormes sont quasi systématiquement entourés de cernes, bien que certains cas en soient exempts. Lorsqu'il crée des monstres, des créatures, il reste dans quelque chose d'assez enfantin. Généralement, il suffit de leur ajouter tout un tas d'yeux, de bras ou de pattes en plus, mais il leur donne toujours un élément pour les rendre moins effrayants, comme des couleurs bariolées ou des motifs, des pois ou des bandes de couleurs, donnant toujours l'impression qu'ils ont été imaginés par un gosse jouant avec ses paires de chaussettes. Soyons honnêtes, nous l'avons tous fait. N'est-ce pas, Bob? Oui, en effet, mon Dieu. Une chose caractérise les environnements qu'il crée, les courbes et les objets de travers, qui sont certainement le seul élément à revenir systématiquement dans tous ses films, la seule exception étant sans doute Ed Wood, qui est vraiment à part dans sa filmographie. En dehors de ça, tous ces films comportent forcément un élément, important bien entendu, de travers ou en courbe. On pourrait presque dire qu'il suffit de mettre une porte de travers pour faire un film de Burton, et c'est un peu le problème. Il y a un moment où on a vraiment le sentiment qu'il n'essaye plus de créer quelque chose. Il se met devant sa feuille et il se dit « Oh allez, je vais foutre une porte de traviole et tout le monde sera content ». Même chose pour ces personnages en animation qui ont absolument tout le temps le même design, que ce soit pour ceux qu'il a créés dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, pour les noces funèbres ou pour Frankenweenie. Les héros humains sont de grands bruns à la peau blanche avec des cernes, qui s'appellent Victor et ont un chien. Pour résumer, l'univers de Burton est à l'image de sa femme, gothique et déjantée. Bah oui, c'est pas pour rien qu'ils soient ensemble. Si certains films font exception car ancrés dans la vie réelle et non tournés vers le fantastique, comme Ed Wood, Mars Attacks et La planète des singes, absolument tous les autres le font. Gothique parce que son univers est globalement noir et tourne autour de la mort. Déjantée car elle est traitée de façon comique, soit en elle-même, comme dans Les Noces funèbres par exemple, soit autour d'elle, comme dans Sleepy Hollow. Mais enfin, Dudu, on ne peut pas réduire Burton à des spirales, des courbes et des portes de travers. En effet, Bob. Burton, c'est aussi des thèmes. On peut déjà remarquer de nombreuses récurrences. Par exemple, le thème du père. Dans nombre de ses films, la figure du père est absente, comme dans Édouard aux mains d'argent où il est mort. Big Fish étant évidemment son film le plus centré sur le sujet. C'est assez surprenant, puisque Burton a souvent dit avoir eu des relations assez banales avec son père, dont la mort l'a marqué, certes, mais est survenue dans sa vie d'adulte, et donc il n'a jamais eu à souffrir de son absence. Ni d'autre chose d'ailleurs. Alors que les pères développés dans ses films sont souvent des tyrans ou des pères effacés. Cela résulte généralement en un autre thème, celui du héros solitaire. Très souvent, les personnages principaux vivent reclus ou évitent un maximum le contact avec les gens. Même les Maitlands, y compris avant leur mort, voulaient vivre tranquillement et isolés dans leur maison. Les exceptions notables sont bien entendu trouvées dans Ed Wood, Mars Attacks, Big Fish et La planète des singes. Encore une fois, les films qui ne se déroulent pas dans l'univers habituel de Burton. Ces films sont aussi souvent liés à l'un de ses thèmes principaux, l'artiste. Si possible maudit, car en effet les personnages d'artistes sont les plus récurrents dans son œuvre. On peut considérer que même Adam Maitland, avec ses maquettes, est un artiste. Mais surtout, d'artistes torturés que leur art rend exceptionnel, qui font donc écho à Burton, tels Edward et ses sculptures, Ed Wood et ses films, Charlie et ses bonbons, Victor et sa musique, Sweeney... Et puis bien sûr, chez Burton, il y a le thème de la mort. Présente dans la majorité de ses films, je pense en avoir déjà assez parlé. Pour résumer, la mort n'est pas une mauvaise chose, et à vrai dire, on s'éclatera beaucoup plus dans l'au-delà que sur Terre. Si elle n'est pas traitée aussi légèrement dans Sleepy Hollow, il faut noter tout de même que ce n'est pas la mort, ici représentée par le cavalier sans tête, dont il faut avoir peur, mais les vivants qui l'utilisent à leur dessein. Ceux qui donnent la mort pour servir leurs intérêts. Comme Sweeney. Bon, tu imagines sur les films, là? Mais il y a encore tant d'éléments analysés, les récurrences des forêts, des monstres, tu commences à être sympa, hein, mais on a quand même vu des ces enfants, vidéos pour regarder des trucs sur Burton. Alors si tu ne parles pas de Burton, comment veux-tu que ce soit intéressant, en fait? Je veux pas voir Sweeney Todd. Bon, puisqu'il faut y aller. Sweeney Todd raconte l'histoire d'un barbier, Benjamin Barker, qui était marié à la belle Lucy avec qui il a eu une fille, Johanna. Il filait le parfait amour, mais dans l'ombre, le juge Turpin... joué par Alan Rickman... Le juge Turpin, donc, était lui aussi captivé par la beauté de sa femme. Un jour, il ordonna que l'on arrête Benjamin et que l'on l'envoie en travaux forcés.
15 ans plus tard, Benjamin s'échappe dans un navire marchand et revient à Londres pour tenter tant bien que mal de refaire sa vie. Il revient dans son ancienne demeure pour la retrouver rachetée par Mrs. Lovett, une cuisinière croulant sur le poids des dettes et vouée à rester pauvre tant ses tourtes sont infectes lorsqu'elles ne sont pas infestées de cafards. Elle va lui révéler qu'après son départ, sa femme a subi un terrible sort des mains du juge Turpin, puisqu'elle a très probablement, bien que le film ne le montre pas clairement, été violée collectivement lors de l'une de ses soirées. Sous le choc, elle aura mis fin à ses jours en avalant du poison. Sa fille a été récupérée par le juge, qui la garde enfermée dans sa chambre comme une princesse dans une tour. Apprenant cela, Benjamin décide de se venger du juge. Il abandonne le nom de Barker pour adopter celui de Sweeney Todd. Mais, emporté par la folie, se lance également dans un massacre de toute vermine qui viendrait s'asseoir dans son fauteuil, bien que le film laisse penser qu'il tue sans aucune distinction les bons et les vilains. Autour de cette vengeance viennent orbiter deux personnages secondaires. Le premier est un jeune garçon nommé Toby, qui était l'assistant d'un coiffeur que Todd a humilié pour attirer les clients dans son enseigne plutôt que dans une autre, et tué lorsqu'il a découvert son secret. Toby considère Mrs. Lovett comme une mère de substitution, lui qui n'en a jamais eu et que l'on a élevé avec de l'alcool dans le biberon. Le deuxième est un autre jeune homme que Sweeney a rencontré sur le bateau qui l'a ramené au pays, Anthony, joué par Jamie Campbell Bower. Bon, en principe oui, mais dans ce film, bof. Anthony va tomber amoureux au premier regard de, quel hasard, Johanna, et sera l'un des piliers du plan de Todd pour atteindre le juge, même contre son gré. Et je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, Sweeney Todd, avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Bon, vas-y! Oh mais ta gueule toi! C'est déjà le 3e film d'affilée avec Johnny Depp, leur 6e collaboration et le 5e avec Helena Bonham Carter. À croire que Burton n'est plus capable de bosser avec qui que ce soit d'autre. Déjà que son style commence sérieusement à se répéter, quand en plus le casting ne change jamais, on se retrouve vraiment avec un sentiment de film remâché et régurgité. Le héros solitaire, pâle, aux yeux cernés et coiffé comme le réalisateur du film, qui vit en haut de sa demeure sombre, artiste maudit qui va dispenser la mort à volonté, accompagné de la cinglée de service et de ses tourtes. J'ai quand même beaucoup de mal avec énormément de points du scénario, le principal étant tout de même que le juge Turpin ne soit pas foutu de reconnaître Benjamin Barker. On essaye bien de nous faire croire qu'il a changé, mais franchement, soyons honnêtes un instant. Une coiffure différente ne rend pas quelqu'un méconnaissable. Vous pourrez me dire que l'époque était très différente, que personne n'avait de photo de lui sous la main, et qu'en 15 ans, on peut oublier le visage de quelqu'un. Pas quand on le déteste cordialement, qu'on bave sur sa femme depuis des années, et qu'on le condamne à l'exil pour pouvoir la sauter. Tout cela s'explique finalement par la nature du film et son origine. Je n'ai en effet pas parlé du point le plus important du film jusque-là, et c'est pour une bonne raison. Les comédies musicales! Vous expliquer pourquoi serait facile, mais n'aurait rien à voir avec ce film spécifiquement. Je ne vais donc pas perdre de temps à vous dire ce que je n'aime pas, vu que ce ne serait de toute façon qu'exposer un goût personnel et non une analyse technique ou intellectuelle. Voyons en revanche ce que cela cause comme défaut de mise en scène. Sweeney Todd est à l'origine d'une nouvelle issue d'une légende urbaine qui a été adaptée en comédie musicale à plusieurs reprises. Ce film est l'adaptation de la version de Stephen Sondheim et Hugh Wheeler. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que l'on reconnaisse ou non Benjamin Barker? Eh bien c'est simple, nous n'acceptons pas la même chose d'un film que d'une pièce de théâtre. Lorsque vous êtes assis devant une scène, même au premier rang, vous voyez toujours les acteurs de loin. Plus encore dans un musical avec des danses chorégraphiées dans une scène immense. Vous apercevez donc difficilement les visages des comédiens, et les costumes sont bien plus importants pour les différencier que leur visage. Au théâtre, si Benjamin Barker change de costume, de coiffure et parle différemment, vous considérez que le déguisement est réussi, même si son visage n'a pas changé, puisque vous le distinguez mal. La base du cinéma, sa distinction par rapport au théâtre, c'est que votre point de vue est mobile, puisque c'est celui d'une caméra. Vous pouvez donc avoir des plans très très larges, ou des gros plans. Et quand vous voyez clairement, en gros plan, le visage de Benjamin Barker, puis celui de Sweeney Todd, vous savez pertinemment que c'est toujours Johnny Depp qui a changé de costume, mais vous reconnaissez Johnny Depp. C'est très clair que c'est lui et qu'il est juste plus pâle et mal coiffé. Le juge Turenne a lui aussi vu Benjamin en gros plan. Il l'a jugé, il l'a exilé, et en voyant Sweeney Todd, il est impossible qu'il ne l'ait pas reconnu. Pour que l'artifice fonctionne, il aurait fallu grimer beaucoup mieux Johnny Depp, ajouter des prothèses ou des choses comme ça, mais un simple changement de costume ou de coiffure ne suffit pas, et dès lors, le contrat avec le spectateur n'est pas clairement passé, vous ne pouvez pas rester indifférent au fait que personne ne le reconnaisse. Ils ont bien travaillé cela avec la mendiante, pourquoi ne pas l'avoir fait avec le putain de rôle principal? Concernant les chansons du coup, pas de Danny Elfman cette fois, puisque les chansons sont celles du musical d'origine de Sondheim, qui a veillé à leur bonne adaptation au format cinéma. C'est une composition plutôt classique pour orchestre symphonique. Pour finir sur Sweeney Todd, disons aussi que je n'aime pas du tout son esthétique. Burton a appliqué un traitement sur la pellicule qui renforce les noirs et donne une image parfois absolument illisible. Ce qui pourrait être volontaire à certaines occasions, mais est parfois franchement dérangeant. Et puis on a des mouvements de caméra parfois assez dégueulasses, comme celui-ci en début de film qui donne l'impression d'être dans une attraction de Disneyland plutôt que devant un film noir. C'est une transition parfaite pour aborder le thème suivant de sa filmographie.
Après le succès de la 3D provoqué par Avatar, Disney se lance bien entendu sur le marché. Il fait donc appel à Burton, son ancien animateur, pour qu'il lui sorte 2 films en 3D relief. Le premier d'entre eux sera le mal aimé et pourtant succès mondial, retenez bien ça, Alice au pays des merveilles. Paradoxalement, le film que les fans de Burton critiquent le plus n'est pas vraiment évident pour moi à aborder. La plupart d'entre vous le détestent probablement par rapport aux libertés qu'il prend avec l'histoire d'origine, que je n'ai pas lu, pas plus que je n'en ai vu la moindre adaptation. Et j'ai du mal à comprendre ce que vous pourriez critiquer d'autre, étant donné que ce film n'est qu'un rebâchage de tout ce qu'a toujours fait Burton. Un univers étrange et perturbé, des personnages loufoques, des monstres tachetés, un personnage principal solitaire avec son propre univers, à la peau blanche et aux yeux cernés, des musiques de Danny Elfman, et avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Ce que je n'ai pas aimé dans le film, c'est que c'est une énième répétition de son travail de la part de Burton. La seule différence étant peut-être le côté médiéval avec les châteaux et princesses, mais pour le reste, il a même été récupérer l'arbre de Sleepy Hollow qu'il a placé à côté d'une putain de porte de travers. J'ai du mal à comprendre ce choix de modifier totalement l'histoire pour en faire une pseudo-suite sans vraiment en être une. Après quelques recherches, j'ai appris que Burton avait déclaré qu'il ne s'était jamais senti attiré par l'univers d'Alice, qui ne provoquait aucun attachement émotionnel chez lui. À ce moment-là, autant ne pas l'adapter. Il reproche à l'histoire d'origine d'être une simple succession de rencontres étranges avec des personnages déglingués et une suite d'événements sans réelle logique. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Il a donc décidé de créer sa propre histoire liée à la légende du Jabberwocky. Du Jabberwocky, tout en reprenant cependant tous les personnages originaux. Ce film est assez symptomatique de cette fameuse panne d'inspiration dont je vous parlais à la fin de la partie des bugs de l'an 2000. Il adapte un univers déjà riche, il veut y faire sa sauce, mais ne crée rien. Enfin, là encore, difficile pour moi de savoir ce qu'il a créé ou non, mais l'espèce de molosse me paraît une invention typique de Burton, tout comme Bayard le chien, puisque ses héros sont très souvent les heureux propriétaires de canidés. Et pour adapter l'univers au sien, le pays des merveilles, ou Wonderland, est transformé en Underland. Je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français, je dirais juste le monde du dessous. Burton peut donc en faire un environnement gris, terne, en train de mourir, alors qu'il aurait pu essayer de faire quelque chose de plus coloré pour une fois. Mais non, vive la créativité. Je vais essayer du coup d'exposer mes principaux reproches au film en dehors de la répétition. J'ai déjà un gros problème avec les effets spéciaux tout simplement dégueulasses. Les métamorphoses d'Alice par exemple, mais plusieurs incrustations souffrent de contours très flous et assez gênants, puisqu'ils donnent l'impression d'un problème de point, alors qu'il s'agit juste de masquer un mauvais découpage. Le tout fait foncièrement plastique, et il est dès lors impossible de vraiment croire au voyage. Ils sont même assez dérangeants parfois, tout particulièrement sur le personnage de Ilosovic. Il m'a fallu plusieurs visionnages pour comprendre pourquoi son corps me paraissait si étrange et dérangeant. Il est supposé être très grand, mais cela ne se sent finalement pas du tout. Pas plus en gros plan qu'en plan large, sans parler du fait que ses articulations sont molles et donnent l'impression qu'il est en caoutchouc. Pour un résultat aussi mauvais et perturbant, pour une si faible différence visible, il aurait mieux valu simplement l'agrandir sur fond vert plutôt que de refaire tout son corps en 3D. Par 3D, j'entends bien sûr en effets spéciaux. Je n'ai pas vu le film en 3D relief et je ne pourrais donc pas la juger, mais à ce propos, Burton fait une des utilisations les plus pourries et bateaux qui soit de la technologie, avec ce foutu plan Space Mountain de caméra subjective qui suit un parcours d'obstacles à toute vitesse. Pour un réalisateur considéré comme un génie créatif, je suis navré mais c'est quand même assez merdique et bas comme effet. Les plus mauvais trucages étant également sur Alice lors de ses multiples changements de taille, qui ne passent juste pas du tout. Profitons-en pour passer à quelques incohérences. La principale étant la logique plus que ratée des vêtements. Lorsque Alice grandit, parfois ses vêtements grandissent avec elle, parfois ils éclatent, parfois ils diminuent avec elle, parfois ils deviennent trop grands au point que le chapelier lui retaille une robe. Parfois c'est les deux en même temps. Bref, c'est ni fait ni à faire. Tout cela est dû à une raison très simple, c'est l'impossibilité de montrer une quelconque nudité dans un film Disney. Mais c'était le travail d'écriture que de trouver des idées pour régler ce problème de façon plus logique, comme préparer une penderie dans la salle du début avec des vêtements miniatures, ou tout simplement pour éviter de se faire chier, et comme l'avait fait le dessin animé, même moi je le sais, de laisser ses vêtements s'adapter à sa taille en toutes circonstances. Vogel, c'est magique. Dernière petite incohérence pour la route, quand Ilosovic montre à la reine de cœur le parchemin, elle dit ceci. Je n'ai aucun problème avec ça. Mon problème, c'est que cette réplique est en totale contradiction avec cette scène. Genre, elle reconnaît Alice adulte dessinée dans un parchemin grossièrement et de dos, mais elle n'est pas foutue de la reconnaître quand elle l'a bien en face d'elle et grosse comme le nez au milieu de la figure. Comme c'est pratique!